Bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien sur School TV, de l'orientation à la citoyenneté en passant par la santé et le bien-être. 30 minutes pour décortiquer un thème clé lié à l'éducation. Et puis comme chaque jour, focus sur une initiative. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. La rentrée scolaire de 2023 a mis en évidence une crise dans l'école publique, avec plus de 3000 postes de professeurs restés vacants. Cette situation soulève une question: pourquoi l'idéal de l'école de la République semble s'effriter? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons Florentin Letissier, adjoint à la maire de Paris, en charge de l'économie sociale, solidaire et circulaire, et auteur d'une tribune parue dans l'Obs. Tribune dans laquelle notre invité déplore une mixité sociale qui va décrescendo et plaide pour ériger l'écologie en nouvel idéal commun, une écologie placée au cœur de l'école de la République. Plus de détails à suivre. Et dans ta loupe, Agathe, de quoi nous parles-tu? Eh bien, je vous parle d'une association sportive soucieuse de l'environnement qui s'appelle les Climato-Sportifs. Et c'est dans un instant, ne bougez pas. Bonjour Florentin Letissier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc je le disais, vous êtes adjoint à la maire de Paris, chargé de l'économie sociale, solidaire et circulaire, mais vous avez aussi été enseignant en lycée pendant 10 ans. Quelle était la matière? Sciences économiques et sociales. Tout à fait. Vous êtes suffisamment bien placé pour avoir écrit cette tribune. Donc une tribune parue dans l'Obs en février dernier, intitulée « L'écologie, un nouvel horizon républicain pour notre école ». Vous partez d'un constat, celui de la crise que traverse l'école publique. C'est une crise inédite, selon vous? Oui, je suis assez frappé de voir l'ampleur de cette crise. Alors c'est vrai qu'elle a eu un symptôme assez fort dans les médias ces derniers temps. C'était toute la polémique, vous savez, autour des enfants de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, qui a mis le feu des projecteurs sur ce sujet de l'école publique, puisqu'elle avait justement fait le choix de mettre ses enfants dans le privé, ce qui est tout à fait son droit, mais en tapant par ailleurs sur l'école publique qui était supposément défaillante en termes de non-remplacement des heures de cours. Et puis après, quand on regarde vraiment les chiffres, les statistiques, on se rendre compte que l'école publique, elle est de moins en moins mixte socialement. Et ça pose des problèmes, tout un ensemble de problèmes, et notamment des problèmes pédagogiques pour les élèves. Et de quoi cette crise est-elle le fruit, selon vous? Cette crise, elle est le fruit de choix politiques qui ont amené à relâcher justement les exigences en matière de mixité sociale dans les écoles. Encore une fois, on est dans un pays, il y a des écoles publiques, des écoles privées, ça, on ne le remet pas en cause. Par contre, l'école publique, elle accueille tous ses élèves, quels que soient les milieux sociaux, ça fait partie de sa mission, elle ne choisit pas les élèves qu'elle accueille, alors que les écoles privées, elles choisissent. Et le problème, c'est que l'État finance finalement les écoles privées indépendamment de la mixité sociale qui y règne. Et ça, c'est plus tenable parce qu'on sait qu'on est dans un contexte budgétairement très contraint. Et si on veut être encore dans un pays républicain où les différents milieux sociaux se mélangent notamment à l'école, il faut aussi que l'école privée prenne sa part pour cela. Et donc moi, je propose que le financement de l'État pour les écoles privées soit conditionné à des critères de mixité sociale. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants des catégories les plus privilégiées vont être de plus en plus majoritaires dans les écoles privées. Donc on sait que c'est toujours plus facile en général pour ces enfants-là à l'école. Et puis l'école publique, elle, sera de moins en moins aussi... justement, sera de moins en moins mixte et concentrera les enfants des milieux les plus défavorisés qui cumulent un certain nombre de difficultés à la fois sociales et aussi scolaires. Et si on se place du point de vue de votre expérience de professeur, donc vous avez été enseignant jusqu'en 2020, est-ce que vous l'avez constaté, cette mixité sociale qui s'érode en fait est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé dans vos classes? Oui, alors moi pas tellement dans... Où est-ce que vous enseignez? Moi j'enseignais en lycée. J'étais à Orsay, dans un lycée en Essonne, qui est un lycée public, mais qui était un lycée plutôt fréquenté par des classes moyennes supérieures. Donc, mais je l'ai constaté parce que j'étais, par exemple, dans des jurys d'examen avec des collègues, d'autres lycées avec lesquels j'échangeais. Et surtout, le lycée, si vous voulez, c'est pas forcément là que le problème est le plus fort, parce que le lycée, il y a déjà une forme de tri social qui s'est opérée, comme on dit, même s'il y a aussi ces phénomènes de concentration des milieux sociaux
sociaux selon les établissements. Mais la clé, c'est surtout, à mon avis, dans l'enseignement primaire et au collège, où là, il faut vraiment qu'il y ait une forte mixité sociale, parce que c'est dès ces jeunes âges, finalement, que les inégalités commencent à se creuser. Et quand on arrive au lycée, malheureusement, souvent, c'est trop tard. Évidemment, on peut encore infléchir les trajectoires des élèves en mettant en place des dispositifs pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté. Mais le problème, il faut vraiment le prendre le plus tôt possible pour le résoudre. Mais cet idéal de mixité sociale dont vous parlez à l'école, est-ce qu'il a même déjà existé ? Alors, c'est une très bonne question. Moi, dans la tribune, j'ai plutôt insisté sur des données assez récentes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des données de la Cour des comptes qui comparent sur une quinzaine d'années l'évolution de la composition sociale des élèves dans le public et dans le privé, notamment au collège. Et ces 15-10 dernières années, on constate effectivement que la mixité sociale dans les établissements scolaires diminue, avec dans le privé de plus en plus d'enfants de milieux favorisés, et dans le public, finalement, la tendance plutôt inverse de manière mécanique. Mais c'est vrai que sur le long terme, et je l'explique aussi, j'essaie de le dire dans la tribune, c'est difficile de comparer les époques, parce que depuis, en gros, les années 80-90, on est plutôt dans une logique de massification. C'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus d'enfants aillent à l'école le plus longtemps possible. Des études de plus en plus longues, il faut amener 80% d'une classe d'âge au bac. Donc c'est difficile de comparer l'époque actuelle avec, par exemple, l'école de Jules Ferry. Vous voyez, on n'était pas du tout dans la même configuration, où il s'agissait même que les enfants des campagnes aillent tout simplement à l'école primaire. Vous voyez ? Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'était aussi les tendances ces 10-15 dernières années, qui pour le coup sont très significatives et très inquiétante. Oui, parce que vous pointez du doigt les responsables politiques. Et en quoi, selon vous, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, concrètement ? Mais parce que ce sont les responsables politiques qui ont en main les outils qui permettent d'agir sur la composition sociale des écoles. L'outil le plus connu, c'est la carte scolaire. Vous savez, c'est que quand vous êtes à l'école publique, vous allez dans l'école de votre secteur. Donc normalement, ces cartes scolaires, elles sont tracées de telle sorte que la zone soit mélangée socialement. Il y a des quartiers populaires, des quartiers aisés, des quartiers de classe moyenne, pour qu'à l'école, tout le monde se retrouve et fasse société. Mais ça vaut pour l'école publique. Les écoles privées, elles ne sont pas soumises à la carte scolaire, puisque par définition, elles recrutent elles-mêmes leurs élèves. C'est ce qui définit d'ailleurs une école privée, c'est la liberté de recrutement. Moi, je ne suis pas pour remettre en cause ça. Je dis simplement qu'à partir du moment où l'État finance largement l'enseignement privé, il est normal que l'État ait des exigences par rapport aux écoles privées en termes de mixité. Et donc, on pourrait très bien... Donc, en fait, vous dites que cette mixité, elle doit avoir lieu dans les écoles privées, plus que dans le problème, j'ai l'impression, à vous entendre, qu'il repose plus dans les écoles privées. Il est beaucoup plus fort dans les écoles privées. C'est ça que je le dis dans la tribune, puisque à partir du moment où les écoles privées sélectionnent elles-mêmes leurs élèves, elles ont plutôt tendance à pas forcément regarder ce critère-là comme critère principal. Mais c'est aussi un problème qui se pose dans un certain nombre d'établissements publics, et ça, c'est lié plutôt à des sujets de carte scolaire, à la capacité que peuvent avoir les parents à la contourner, pour éviter, par exemple, l'établissement public de secteur pour aller dans un autre établissement. Et ça, c'est des problèmes qu'on peut résoudre de manière politique. Ce sont les responsables politiques qui ont la capacité, avec des outils, que ce soit la loi, que ce soit des normes, etc., de proposer des réponses. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Encore une fois, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de punitif. C'est que plus on aura une école qui sera mélangée, moins on aura un certain nombre de difficultés de vivre ensemble, et aussi pédagogiques, pour l'apprentissage des élèves. Et justement, vous parlez d'outils, de choses à mettre en place. Et quel levier vous avez identifié, vous, pour plus de mixité, justement, pour cet idéal ? Ça devrait d'abord passer, si on regarde l'enseignement privé, par une... Alors, je ne sais pas si ça passerait par la loi ou par, on va dire, un accord entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants de l'école privée. Mais en tout cas, il faudrait que les écoles privées et leur financement qui soit conditionné à l'atteinte d'un certain nombre d'indicateurs de mixité sociale. Ça peut se mélanger, ça peut se mesurer, pardon. Vous prenez les élèves, on connaît la profession de leurs parents. Donc, il suffit très bien, vous pouvez très bien regarder dans n'importe quel établissement, les élèves, que font leurs parents, vous avez leur origine sociale, et après, si c'est une école qui est très peu mélangée socialement, eh ben, elle aurait son financement public qui serait réduit. Et ça l'obligerait donc du coup à changer les choses. Vous évoquiez justement la carte scolaire comme outil justement pour favoriser la mixité sociale dans les écoles publiques.
Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'autre comme outil pour faire bouger les choses d'un point de vue politique ? Alors la carte scolaire, c'est un outil important. Ce qui est aussi important, c'est, vous savez, on parle souvent de réputation des établissements. Les parents, avant d'envoyer leurs enfants dans des établissements, ils se renseignent. Voilà, est-ce que l'établissement a bonne réputation ? Et ça, on peut agir fortement là-dessus aussi en permettant, mais c'est déjà le cas, si vous regardez les dispositifs dits d'éducation prioritaire, qu'est-ce que c'est ? Dans les quartiers politiques de la ville, comme on dit, ou les quartiers prioritaires, il va y avoir plus de moyens pour, par exemple, faire des heures de soutien, il va y avoir des effectifs de classe qui sont plus petits, etc. Donc ça, c'est des moyens financiers supplémentaires qui sont donnés à ces établissements. Donc ça, il faut continuer là-dessus. Et je plaide aussi, et ça pourrait être une application de la tribune que j'ai écrite sur l'écologie à l'école, c'est que on pourrait aussi accompagner les établissements dans des démarches d'excellence environnementale qui contribueraient aussi à avoir des effets réputationnels, des effets de marque sur ces établissements et donner envie justement aux parents de scolariser leurs enfants dans ces établissements. Et justement, donc, vous le disiez, face à cette école en crise, vous estimez que le fait de mettre la question environnementale au cœur du projet scolaire pourrait être un remède efficace. Dans quelle mesure ? Quel lien peut-on faire entre l'écologie et l'école ? Parce que ce n'est pas d'emblée si évident. Oui, c'est vrai. L'écologie, ça touche tout le monde. En fait, on est face à un enjeu de survie de l'humanité, tout simplement. Il faut le dire très tranquillement, mais c'est la vérité. Si on ne prend pas un certain nombre de directions, là, dans les décennies qui viennent, on va avoir des gros problèmes. Et ça commence déjà, on le voit, avec des phénomènes météorologiques extrêmes, avec un réchauffement du climat, etc. Donc, l'écologie, ça rassemble. En tout cas, ça doit rassembler, peu importe le milieu social, puisqu'on est tous concernés par ces questions de la survie de l'humanité sur Terre. Et donc, c'est quelque chose qui peut créer un projet collectif qui va finalement rendre tout le monde indispensable et utile pour trouver les solutions pour rendre la planète plus vivable et protéger l'environnement. Donc c'est un combat fédérateur, c'est aussi l'idée d'introduire une perspective différente, car l'écologie, ça implique le fait de prendre soin d'autre chose que de soi-même. Est-ce que c'est ça aussi l'idée de créer une société moins individualiste dès l'école ? Oui, on a des problématiques en plus qui sont émergentes dans le débat public. Vous savez, le harcèlement scolaire, le harcèlement à l'école, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça montre qu'il y a aussi un déficit de lien social. On a tous envie d'être dans des réseaux de solidarité, d'avoir du lien social, d'avoir des amis. L'école, ça doit être ce lieu de fraternité, ce lieu de vivre ensemble. Et l'écologie, si vous voulez, c'est apprendre à vivre en harmonie avec la planète, à prendre soin du vivant, sous toutes ses formes. Et donc, ça doit aussi amener à prendre soin de ses pairs, voilà, de ses amis, de ses camarades de classe. C'est un rapport, en fait, à l'existence, l'écologie aussi. Mais comment ça se traduirait concrètement à l'échelle des élèves, dans l'école ? Je pense que ça passe d'abord par des projets dans les établissements. Il y a un label qui existe aujourd'hui dans l'éducation nationale depuis plusieurs années, c'est les écoles, c'est E3D. En gros, c'est les écoles qui sont engagées dans des démarches de développement durable. Je vous donne un exemple. Quand vous mettez en place tout un dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la cantine, le midi, vous impliquez les élèves dans la démarche. Et vous faites converger les élèves vers des objectifs environnementaux. Donc ça, c'est des choses qui créent du lien, qui obligent à se questionner les uns les autres. Et on en sent l'utilité immédiate. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans les projets écolos, c'est que tout de suite, vous savez que vous avez un impact. Quand vous réduisez le gaspillage alimentaire, tout de suite, vous savez que c'est bien pour la planète. Parce que souvent, vous savez, les élèves, les étudiants, ils se posent des questions, mais plus tard, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Mais ça, ce sont des choses qui, déjà, mises en place dans les cantines, les écoles. C'est ce qu'on reçoit pas mal d'élus, et la plupart nous disent que c'est ce qui est déjà mis en place. Le fait de les sensibiliser, et les élèves et les agents, à l'importance de trier. Donc, c'est des leviers qui existent déjà quelque part. Oui, je ne dis pas que rien n'existe. Et puis les élus locaux, ils sont très engagés souvent dans leurs écoles, sur leur ville. Mais vous savez, c'est loin d'être généralisé. Et puis surtout, c'est quoi l'ambition qu'on se fixe aussi ? Il y a plusieurs manières de lutter contre... Et ça, ce sont des petites actions isolées, mais est-ce que vous pensez à quelque chose qui transcende tout le reste ? Quelque chose qui pourrait même s'appliquer aux matières fondamentales. Je ne sais pas, par exemple, comment est-ce qu'on insère la protection de l'environnement dans des matières telles que l'histoire ou la littérature, par exemple ?
Oui, mais justement, j'écris aussi ça dans la tribune parce que je suis convaincu que ça passe par les contenus scolaires, cette question de la sensibilisation à l'environnement, à l'écologie. Dans toutes les matières, vous pouvez parler d'environnement. C'est fantastique. En histoire géo, vous pouvez en parler déjà en géographie, parce que c'est quand même, on étudie la relation entre des sociétés et leur environnement. Vous pouvez parler à travers l'histoire, puisque si vous regardez l'histoire de l'humanité, les différentes civilisations, elles n'ont pas toutes le même rapport à la nature. Il y a des civilisations qui ont été beaucoup plus destructrices de l'environnement naturel que d'autres. Ça, c'est très intéressant de regarder ça, vous voyez. Et puis, en économie, moi j'ai été prof d'économie, la question environnementale, elle commence à être abordée dans les programmes. Il y a un chapitre en particulier sur l'économie de l'environnement. Mais c'est une question qui est transversale et qui devrait être beaucoup... Donc ça voudrait dire que ce serait l'angle à aborder pour toute discipline confondue. C'est pas, je dis pas qu'il faut un angle unique, c'est pas la dictature verte. Mais en tout cas, ça doit être un axe majeur. Oui. Parce que... Au moins pour fédérer. Pour fédérer, et parce que aujourd'hui, pour comprendre le monde, de toute façon, si vous ne vous intéressez pas du tout à l'environnement, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Dans absolument tous les domaines. Et puis dans les disciplines plutôt artistiques, littéraires, c'est aussi le regard sur le monde, la nature, c'est la beauté, c'est la sensibilité, etc. Donc il y a énormément de choses à faire. Vous parliez justement en SES, les cours que vous donniez, vous arriviez à justement introduire cette notion d'écologie. Est-ce que vous pensez que l'écologie, c'est une science qui est assez sérieuse aux yeux de tous les élèves, justement, parce que quand on est en primaire, on parle à échelle de faire des activités manuelles, d'être dans la terre directement. Au lycée, pourquoi pas parler d'écologie en littérature, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'aux yeux de tous les élèves, c'est quelque chose de sérieux, mais vraiment sérieux? Ça dépend des âges. Le terme sérieux, bon, après, qu'est-ce que ça veut dire, sérieux, pas sérieux? Mais par exemple, si vous prenez les enfants qui sont dans les écoles maternelles et primaires, eux, ils ont, vous avez déjà vu voir des petits autour de vous. Ils adorent la nature, ils sont intéressés par les plantes, les fleurs, la terre. Donc, il y a un rapport très immédiat. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Après, quand on grandit, effectivement... En fait, c'est très facile aussi de rendre la question sérieuse, en fait, on peut se le dire. Enfin, tout le monde sait aujourd'hui, je crois que ça fait consensus, y compris dans tous les partis politiques. Enfin, personne ne vous dira que l'écologie, c'est pas sérieux. Oui, tout le monde sait, mais est-ce que tout le monde en a réellement conscience? Je crois pas. Moi, je pense que si, parce que souvent, d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que les enfants, ils sont parfois les premiers à sensibiliser leurs parents. Parce qu'ils voient aussi beaucoup, ils ont leur contenu d'informations, de médias sur leur téléphone, etc. Ils voient passer beaucoup de choses. Et puis si vous regardez les sondages, quelles sont aujourd'hui les générations qui sont les plus inquiètes et donc les plus sensibles à la question environnementale? C'est les jeunes. Oui. C'est très net. Si vous comparez les préoccupations environnementales des jeunes par rapport à celles des retraités, il n'y a pas photo. Mais parce que c'est un enjeu de long terme. Presque générationnel, j'ai envie de dire, non? Les jeunes aujourd'hui, de toute façon, c'est eux qui vont sauver le monde. Hein. Non, mais c'est ce que je disais à mes élèves. Hein. De toute façon, les générations précédentes, elles ont fait des belles choses. Mais enfin, sur le plan environnemental, globalement, c'est plutôt un échec. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle, par exemple, de la génération climat quand les jeunes manifestent pour l'environnement. C'est cette génération-là qui a ça aussi dans ses mains. Et qui doit justement prendre sa place et toute sa force pour apporter les réponses. Et ce changement de perspective, ça passerait aussi par la revalorisation des métiers dits verts. Quels sont-ils en fait, les métiers verts? Les métiers verts, c'est tous les métiers qui sont directement liés à la transition écologique. Donc, on les connaît, les grands secteurs. La mobilité, c'est tous les transports collectifs, les véhicules électriques. L'alimentation, c'est tout le secteur de l'alimentation bio. Les bâtiments, c'est tout ce qui a trait à la rénovation thermique des bâtiments. Tout ça, c'est des métiers derrière. Des métiers d'ailleurs où pour un certain nombre d'entre eux, il y a des manques à recruter, des difficultés de trouver des personnes pour faire ces travaux. Et donc, voilà, si on veut répondre à ces défis, il va falloir qu'on encourage aussi nos jeunes à se lancer dans ces filières-là. Mais parce que la revalorisation des filières technologiques, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre. Oui, mais ça voudrait dire l'accès plus sur des métiers...
durable. Oui, c'est déjà à l'œuvre, mais enfin, on peut aussi se dire les choses, et ça encore, les statistiques le montrent. Si vous prenez les milieux sociaux qui sont les plus favorisés, les familles les plus favorisées, elles ne veulent pas majoritairement envoyer leurs enfants dans des filières technologiques ou professionnelles. C'est plutôt l'idée qu'on va faire des études longues et donc ça, si vous voulez, je le dis à la fin de la tribune, mais il faut qu'on arrive à sortir de ça. Il faut de cette hiérarchisation entre... Il n'y a pas de bon métier, il n'y a pas de mauvais métier. Tous les métiers, si on veut réussir le défi écologique, sont indispensables. On aura besoin de compétences très manuelles, de compétences intellectuelles. On aura besoin aussi souvent des deux, parce que dans la plupart des métiers, il faut des mains et un cerveau. Et donc, soyons tous ensemble dans cet objectif, sans dire que certains ont raté leur vie parce qu'ils font tel ou tel métier. Ça, en plus, c'est extrêmement violent pour tous les jeunes. Moi, je l'ai vécu aussi comme prof, qui choisissent d'aller dans des filières technologiques ou professionnelles, qui ne vont pas aller jusqu'au bac et qui se sentent méprisés quand ils ont l'impression que pour avoir réussi sa vie, il faut faire des études longues. Je veux dire, ça c'est complètement faux comme approche et malsain, je trouve, aussi comme vision de la société. Ne bougez pas, c'est l'heure de la loupe. Et cette semaine, Agathe, tu nous parles d'une association qui met en lumière un lien vertueux entre le sport et l'écologie. Et oui, Alix, à l'origine de ce projet, c'est Mathéo Gabon, ingénieur de formation et athlète semi-professionnel. Il est le cofondateur de l'association Climato-Sportif qui vise à interroger les pratiques sportives au regard de l'écologie, des enjeux écologiques. Alors oui, dans un monde à plus de degrés, c'est 80 clubs de voile qui disparaissent à cause de la montée des eaux. C'est des terrains de course qui deviennent impraticables parce qu'ils sont à côté des périphéries et que l'air est de très mauvaise qualité. Enfin voilà, ce sont des sportifs absolument inquiets et qui veulent agir. Inquiets mais dans l'action, tu le dis. Exactement, dans l'action. Et pour y répondre, ils ont rédigé une charte justement avec 7 engagements qui proposent une pratique plus responsable et davantage inclusive aussi. Donc parmi ces engagements, il y a évidemment la limitation des transports, beaucoup de repas végétariens, des équipements de seconde main, des sponsors éco-responsables. Ils ont essayé de ratisser assez large pour proposer une autre vision du sport et une autre approche justement. Et pour Mathéo Gabon, le milieu sportif, ça doit être l'un des piliers on doit vraiment pouvoir s'en servir pour être vecteur d'un message vertueux. Je propose de l'écouter. L'idée, c'est de conscientiser les sportifs à une pratique plus responsable parce que notre sport est à la fois victime et contributeur. Contributeur lorsqu'on regarde les prochaines Coupes du Monde de foot sur 3 continents, lorsqu'on regarde les JO d'hiver qui ont été faits avec un enneigement complètement artificiel, on se rend compte qu'il y a une décorrélation entre les risques liés au monde sportif, liés au dérèglement climatique et l'organisation et la pratique sportive avec toujours plus de consommation de neuf, une alimentation qui n'est pas du tout décarbonée car avec beaucoup de viande. Donc ce qu'on veut, c'est sensibiliser les sportifs parce qu'on veut protéger nos sports. Donc j'imagine que les événements sportifs sont très polluants. Mais oui, ça représente à peu près 80% d'émissions de CO2 qui sont directement liées justement à ces déplacements. Donc voilà, Mathéo lui vraiment propose de redéfinir les événements sportifs, d'éviter de les faire en Europe. Non, justement de les faire en Europe pour y aller en train, éviter de prendre l'avion pour aller trop loin, prendre l'avion pour faire ses déplacements quotidiens pour aller faire sa pratique sportive. Le vélo, ce qui permet aussi de s'échauffer en plus. Et sur le plan de l'alimentation, les sportifs ont des besoins spécifiques, on le sait, et on pourrait croire que une alimentation entièrement végétale ne favoriserait pas leur performance. Oui, justement, et c'est exactement ce que veut prouver Mathéo, puisque lui, c'est un athlète, et il est végétarien, et pourtant, il fait partie des 16 meilleurs Français dans sa catégorie. Il a été récemment classé 2e au championnat de France élite aux 200 mètres. Et je vous parlais aussi dans la charte qu'il y a une partie qui est faite vraiment sur les vêtements de seconde main. Et bien lui, en fait, il porte aussi des vêtements de seconde main. Et il me disait qu'il n'a jamais eu d'aussi bons résultats depuis qu'il a ces vêtements aussi parce que tant l'engagement est précieux. Je propose de l'écouter sur un autre point. Je vais vous montrer une manchette que l'on porte qui est faite en seconde main. De loin, ça ne se voit pas tant que ça, mais cette manchette, elle représente les warming stripes, c'est-à-dire le dérèglement climatique sur les dernières années. Ah. Et il existe plusieurs points de vente d'équipements de seconde main en France, je crois. Voilà, vous pouvez tout à fait retrouver différents points de vente. Vous avez aussi un site internet, c'est recyclerie-sportif.org. Et dessus, vous allez pouvoir retrouver les grandes villes où justement, y a tout ce qu'il faut. Il y a plein d'équipements sportifs
là-dessus. Et Florentin, petite question, au niveau des écoles, à l'approche des JO, est-ce que vous essayez de mettre en place une certaine sensibilisation de quelle manière on peut sensibiliser les écoles à l'impact que les JO vont avoir sur la ville de Paris ? Alors déjà, il y a un certain nombre d'écoles qui font des projets avec leurs élèves autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il va y avoir les deux, c'est important de le dire, et donc qui parlent de ce sujet. Après, si on veut aller plus sur la dimension sensibilisation à l'environnement via le sport, qui est un super levier justement d'action. Il y a des associations comme celle de jeunes hommes qui sont engagés et qui interviennent dans un certain nombre d'établissements scolaires. Moi, j'ai notamment travaillé avec une association qui s'appelle Football Écologie France. Alors, ils ne sont pas sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais ils sont sur le football, bon, qui est sport quand même des Jeux. Et ils ont un outil qui s'appelle la fresque du football. Et à travers le foot, ils sensibilisent justement à des questions de lutte contre le gaspillage, d'économie d'énergie, puisque voilà, si vous prenez l'organisation d'un match de foot professionnel, l'éclairage, le matériel, la pelouse, et tout ça, c'est de l'énergie, c'est des flux qui sont consommés et qui peuvent être mieux économisés, et puis aussi la question des déplacements des supporters. Enfin, le sport permet effectivement de sensibiliser à beaucoup d'aspects de l'action écologique. Il est un thème évoqué dans votre tribune qu'on n'a pas abordé, celui de la laïcité. Vous évoquez notamment le rôle de la Troisième République dans la consolidation d'un régime politique démocratique et laïque. Vous parlez alors d'un imaginaire émancipateur autour de l'école. Mais est-ce que vous pensez que cet imaginaire il reste pertinent dans le contexte actuel ? L'imaginaire de la Troisième République, c'était dans le contexte aussi de la Troisième République, qui était une société où le poids de la religion était très fort et où l'État devait arriver justement à s'émanciper de l'influence de la religion pour faire passer justement cet idéal de la République, liberté, égalité, fraternité. Et donc, c'était l'époque aussi du grand combat pour la laïcité. C'était le fameux affrontement État contre Église, le maire contre le curé dans les villages, etc. Aujourd'hui, le contexte, il a changé, mais la question de la laïcité, elle se repose, enfin, elle reste d'actualité différemment. C'est pas... Là, on sort finalement de la question environnementale, mais moi, je reste un fervent militant militant de la laïcité, défenseur de la laïcité dans les établissements scolaires, et ça passe par le fait de conserver cette neutralité. Mais comment vous la définissez, vous, la laïcité ? La laïcité, dans le milieu scolaire, elle a sa définition spécifique, c'est-à-dire, vous savez, à partir du moment où les élèves ils sont mineurs, on considère qu'ils n'ont pas à afficher de signes religieux de manière ostentatoire dans les établissements scolaires, parce que l'école doit justement demeurer un lieu neutre qui va leur permettre en quelque sorte d'éveiller leur conscience, de se faire leur propre opinion du monde. Et puis après, quand ils sortent de l'école, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'école doit demeurer ce sanctuaire. Donc moi, je demeure attaché à cette approche de la laïcité dans les établissements scolaires jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Et autre point intéressant dans votre tribune, en tout cas qui, moi, m'interpelle, vous vous attaquez au mythe de la méritocratie. Pourquoi c'est un principe qui ne fonctionne pas, selon vous ? Parce que la méritocratie, c'est un peu l'idée, vous savez, quand on travaille, on réussit. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ça, c'est vrai dans l'absolu. Il vaut mieux travailler pour réussir. Et c'est très peu d'élèves qui, sans rien faire, réussissent. Le problème, c'est que les inégalités de réussite scolaire selon les milieux sociaux, c'est des moyennes. Il y a des élèves de milieux moins favorisés qui réussissent très bien parce qu'ils travaillent, etc. Mais en moyenne, plus vous venez d'un milieu social défavorisé, moins vous avez de chances de réussir, même si vous travaillez. C'est le déterminisme social. C'est le déterminisme social. C'est des théories qui ont été popularisées dans les années 60-70 avec Pierre Bourdieu. Tout le monde connaît ça par cœur sur cette chaîne, je pense. Donc, voilà, la méritocratie, à un moment, ça a ses limites. Parce que quand vous êtes dans un établissement où il y a des très grands écarts sociaux, où les établissements qui ne sont pas mélangés, et que vous dites en gros à des établissements, par exemple, à des élèves d'établissements moins favorisés, vas-y, si tu travailles, tu vas y arriver. Alors c'est vrai, il faut travailler pour y arriver. Mais on sait qu'il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Et donc il faut être un petit peu réaliste, honnête, et tout mettre en œuvre pour que justement les élèves qui ont le plus besoin d'être aidés et accompagnés puissent le faire et qu'ils aient des dispositifs d'accompagnement plus individuels qui leur soient proposés. Et ça, c'est normal que l'État le prenne en charge financièrement. Ça fait partie de ses missions.
Merci beaucoup, Florentin Lettier, d'être venu sur notre plateau. Merci, Agathe. Merci et quant à moi, je vous dis à demain.